bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue pour cette 61e émission Innovation et Cross Média, une table ronde consacrée aujourd'hui aux priorités marketing et digitales des marques pour les 12-18 mois à venir. Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir autour de cette table Élise Mazurel. Bonjour. Vous êtes directrice marketing digital et innovation de Klépierre, leader pan-européen des centres commerciaux. À vos côtés, bonjour. Bonjour. Rudy Achache. Vous êtes directeur général de Ben Simon, célèbre marque lifestyle française. Elisabeth Trochet, bienvenue. Vous êtes directrice connaissance et marketing client de UGC, un des principaux réseaux de cinéma européens. Et à ma droite, Mathieu Tanguy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur digital, data et marketing de Total Direct Énergie, troisième acteur du marché de l'énergie et filiale de fait du groupe Total. Je vais démarrer avec vous, Élise. Alors, Klépierre s'est donné comme mission de réinventer, de redéfinir le retail de demain pour revaloriser les centres commerciaux face à la montée du e-commerce, du shopping en ligne. Quelles sont justement les orientations que vous souhaitez prendre pour les rendre plus attractifs, ces centres commerciaux? Alors, tout à fait. Notre enjeu au niveau des centres commerciaux, c'est vraiment de pouvoir réunir finalement le meilleur des deux mondes, entre d'un côté le digital, qui va être source de fluidité, de personnalisation, de simplification du parcours client, sans oublier toute la dimension émotionnelle que seuls les lieux physiques peuvent apporter. Parce que ma mission au quotidien, c'est de donner toutes les raisons à nos clients de venir et de revenir en centre commercial. Et donc, pour ce faire, on va travailler l'ensemble des étapes du parcours client, avant, pendant, après, à la fois auprès de nos clients B2C, mais aussi pour nos clients B2B, qui sont évidemment très importants pour nous. Ce sont nos enseignes, ce sont les salariés de nos enseignes, de nos centres commerciaux. Pour donner quelques exemples concrets, on va beaucoup travailler dans la dimension amont du parcours sur la génération de trafic qualifié. Et ça, c'est vraiment important parce que pendant longtemps, on a travaillé sur la dimension du trafic, mais aujourd'hui, le nerf de la guerre pour moi, c'est vraiment de travailler le trafic qualifié, c'est-à-dire le trafic qui va venir générer du chiffre d'affaires chez nos retailers. Et donc pour ce faire, on va beaucoup travailler évidemment sur le média géolocalisé, notamment sur mobile, et très contextualisé en fonction de facteurs exogènes comme bien sûr la météo, qui est un facteur important, mais aussi en fonction de facteurs plus liés à la personnalisation. Et donc la data est le cœur du sujet, parce que quand on connaît mieux les préférences de nos clients, on est capable de leur apporter du contenu plus personnalisé en fonction de leurs préférences de marque et du coup d'être générateur derrière de chiffre d'affaires pour nos retailers. Après, on va aussi beaucoup travailler le pendant, et ça, c'est vraiment très important. Et donc là, on va être beaucoup plus sur la dimension très émotionnelle, évidemment. Donc la stratégie événementielle est au cœur, avec beaucoup de partenariats avec des licences. On est en train de lancer la Just Dance Party en Europe avec Ubisoft. Et là, pour nous, c'est l'opportunité à la fois de faire venir des communautés très digitales dans le monde physique, et derrière, de s'appuyer sur les réseaux sociaux pour faire du live et amplifier tout ce qu'on peut faire dans nos centres. Et puis, bien sûr, la dimension servicielle est clé aussi dans le cœur du parcours. Donc là, tout ce qui peut simplifier la vie de nos clients, comme des coupe-fils virtuels, de la cartographie interactive pour qu'ils se repèrent plus facilement dans nos centres, etc. C'est le cœur du sujet aussi. Et puis, on n'oublie pas la dernière partie, qui est l'engagement, qui est vraiment la rétention des clients et ce qui crée le souvenir et qui fait qu'ils vont revenir. Et là, on travaille beaucoup en co-création avec nos clients, notamment via les réseaux sociaux, pour mieux comprendre, évidemment, leur niveau de satisfaction, ce qu'ils font, ce qui fait qu'ils vont revenir ou pas, etc. Mais aussi, on leur demande beaucoup leur avis sur ce qu'ils voudraient faire évoluer dans le parcours client. Et là-dessus, les réseaux sociaux sont évidemment un formidable asset pour ce faire. Bon, voilà. Vous nous direz ce qui est à venir justement tout à l'heure. Alors Rudy, pour la marque Ben Simon, elle est ancrée dans le patrimoine français, elle a 40 ans, elle a traversé les années en s'affranchissant justement des codes marketing, mais aujourd'hui, vous pensez que le digital peut être un formidable levier de croissance. Pour répondre justement à quels enjeux? Alors, c'est vrai que donc, Ben Simon a 40 ans cette année. Et c'est un gros enjeu d'adapter Ben Simon au mode de consommation qui ont évolué au cours de ces 40 ans, puisque c'est vrai que c'est une marque qui n'est pas du tout née dans le digital pour le coup, même pas dans le Minitel à l'époque.
Et du coup, on s'est rendu compte qu'en fait, nos clients ont évolué, les modes de consommation et d'achat ont évolué, et on se devait de s'adapter, parce qu'en plus, on a toujours été précurseur chez Ben Simon. C'est la première marque qui a fait les concept stores, qui a créé un concept store en France, en mixant différents univers dans un même lieu. Donc on se devait d'être quand même à peu près en ligne avec les tendances du marché. Donc on a commencé une transformation digitale il y a à peu près 3 ans. Jusque-là, on avait un site qui était un site de vente classique, qui était considéré comme une 50e boutique de notre réseau. Et on a repensé tout le modèle pour se dire qu'en fait, finalement, ce n'était pas une boutique classique, c'était quelque chose de très transverse et qui devait infuser sur tous les aspects du métier. Avec cette transformation digitale, on arrive à mieux adresser les modes de consommation des clients qui sont aujourd'hui, qui ne se posent plus la question des canaux. En fait, nos clients, ils sont passés voir sur mobile avant les produits, ils vont visiter nos boutiques, ils reviennent sur mobile, parfois sur leur ordinateur, sur leur tablette, etc. Ils n'ont pas besoin de frontières entre ça. En tout cas, il faut avoir une expérience qui soit seamless et complètement unifiée. Donc ça s'adresse d'abord aux modes de consommation des clients qui ont évolué. Ensuite, ça améliore les services qu'on fournit aux clients. On peut fournir beaucoup plus de services aux clients dans nos boutiques, en ayant une vision omnicanale du métier. On peut fournir beaucoup plus de services aux clients sur notre site également. On en reparlera plus tard. Et ensuite, ça nous permet aussi d'aller chercher de nouveaux clients avec une communication plus adaptée. C'est ce que vous disiez aussi sur comment bien cibler la communication. Ça permet d'aller chercher des nouveaux clients et des nouvelles tranches d'âge aussi pour nous. Et ça nous permet enfin de travailler l'international de manière beaucoup plus efficace que quand on n'avait pas le digital. C'est sûr. Voilà. Merci. Alors Elisabeth, pour UGC, donc 500 salles, un réseau plutôt bien étoffé, 500 salles en France particulièrement, vous vous différenciez à la fois avec votre qualité de ligne éditoriale et de programmation, mais quand on a préparé, vous me disiez que ça ne suffisait plus. Et maintenant, il s'agit de capitaliser sur la valeur client. Qu'est-ce que ça suppose ? Oui, alors l'enjeu, c'est effectivement de capter les clients et de les faire revenir. C'est un peu le même enjeu que nous avons tous. Donc capter les clients, c'est aussi déployer des opérations en salle, in situ, parce qu'au final, nous, effectivement, même si nous avons des outils digitaux, des canaux digitaux par lesquels nos clients peuvent passer, ils finissent toujours par venir en salle, puisque c'est là que se passe l'expérience cinéma. Et donc on a cet enjeu de désanonymisation de ces clients qui viennent en masse dans les salles. Alors on a développé depuis plusieurs années des programmes de fidélité, le programme de l'abonnement Juste Illimité, qui nous permettent de connaître certains clients. On a encore toute cette foule de clients qui vient en salle juste prendre un billet. Et donc l'enjeu, c'est de pouvoir collecter de la donnée pour initier une relation avec eux. Et évidemment, les engager derrière avec du marketing relationnel. Donc ensuite, on peut déployer effectivement tous nos programmes de fidélisation. Le deuxième enjeu, il est autour de l'expérience client, parce que aussi on travaille de manière continue sur l'optimisation, l'enrichissement de cette expérience à travers les offres, les services qu'on va proposer et qu'on va déployer auprès des clients. Donc ça passe aussi par des outils d'écoute client qui sont très importants. Donc on essaie régulièrement de développer soit des études clients pour connaître leurs perceptions, leurs attentes, la cartographie des parcours pour comprendre aussi les points de contention, les points difficiles qu'il faut pouvoir optimiser, les étapes qu'il faut pouvoir sublimer parce que c'est des moments importants pour eux. Donc ça aussi, ça passe aussi par beaucoup d'attention qu'on va porter à la voix du client, de manière à toujours avoir cette optimisation continue et cette recherche d'une amélioration de l'expérience qu'on va proposer. Et enfin, un dernier enjeu majeur, qui je pense aussi est celui que nous avons tous, c'est celui de la data. Donc on a un chantier amorcé depuis plusieurs années. C'est des chantiers de longue haleine qui nous occupent beaucoup, qui sont assez fastidieux mais nécessaires aujourd'hui pour pouvoir réconcilier cette data client, de manière à concentrer un historique sur nos clients et pouvoir partager aussi au sein des entités qui sont en contact des clients, que ce soit le marketing, le digital ou le réseau de salles, pour que ce client il soit face à un UGC qui va lui proposer une réponse cohérente, homogène à chacune de ces étapes. Alors Mathieu Tanguy, pour Total Direct Énergie, alors Direct Énergie, on le disait tout à l'heure, est dans le giron de Total depuis septembre dernier. L'intégration de Direct Énergie est finalisée. Vous avez lancé en septembre la marque Total Direct Énergie, en avril. Exactement. Et maintenant, il s'agit d'aller trouver des leviers de croissance. Et justement, quels sont vos challenges pour aller capter ces nouveaux leviers de croissance ? Alors effectivement, la croissance, c'est un élément assez clé pour nous. C'est dans notre ADN, puisque Direct Énergie est passé de 0 à 2 milliards de chiffre d'affaires en 15 ans. Et c'est aussi notre ambition, puisque quand on a été racheté l'an dernier par Total, effectivement, Patrick Pouyanné nous a donné une ambition assez claire, qui était de passer de 3 millions de clients qu'on avait l'an dernier à 6 millions sous 5 ans.
Donc c'est un sujet assez fondamental. Les gros challenges, alors, vous disiez tout à l'heure que les enjeux qu'on a tous, c'est faire venir et faire revenir, capter et faire revenir. Nous, c'est un peu spécifique puisqu'on veut surtout faire venir et conserver, puisqu'on a une logique de parc client. Et je dirais aussi, le dernier point, c'est recommander, faire que nos clients recommandent. Donc faire venir, nos gros sujets de l'année, c'est toute la partie efficience digitale. Donc on en reparlera, mais c'est tout ce qui est trafic et conversion, notamment sur la partie digitale. Et puis un vrai sujet d'omnicanal, comme chez Ben Simon, évidemment. Avec nous, un focus qui est cette année, comment est-ce qu'on arrive à mieux piloter toute la partie digitale au travers à la fois de ce qu'on vend sur le web, mais aussi de ce qu'on vend au téléphone. Ouais, donc ça, c'est vraiment sur la partie efficacité. Et après, on a le pendant qui est sur l'anti-churn, avec cette année un gros sujet. Donc c'est un sujet, enfin, encore une fois, à chaque fois, nous, on a un vrai double focus vente et churn, faire en sorte que nos clients restent. Cette année, le gros sujet, c'est notamment de faire en sorte que ce qu'on utilise sur l'acquisition soit aussi exploité sur la partie anti-churn. Un exemple, tout ce qu'on fait pour aller chercher des nouveaux clients grâce à de la donnée déménagement. Comment est-ce qu'on arrive à utiliser les mêmes techniques pour anticiper le déménagement de nos clients et du coup leur passer les bons messages en amont. Ouais, donc ça, et le dernier point, c'est la partie recommandation. C'est la partie sans doute la plus importante. On a plus d'un client sur deux, parce qu'on l'a posé la question à nos clients, qui ont déjà recommandé Direct Energy. Et ça, c'est quand même le meilleur média du monde, c'est nos clients. Et donc voilà, la question, c'est comment on le fait. C'est sans doute le plus dur. Donc il y a des tactiques type parrainage, qui est un levier de recrutement assez important pour nous. Et puis il y a aussi tout le travail de fond sur l'expérience client, qui est fondamental pour que les clients continuent à nous recommander. Très bien, merci. Alors, Rudy, je reviens vers vous. Tout l'enjeu, vous le disiez tout à l'heure, pour la marque Ben Simon, est donc de saisir les opportunités offertes par le digital pour accélérer justement aussi cette problématique c'est pas une problématique, viser la croissance en fait. Oui, tout à fait. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Vous avez l'ambition à horizon 3-4 ans de doubler votre chiffre d'affaires. Oui. Quelles sont les actions que vous allez mettre en place? Alors, en fait, c'est plusieurs actions très différentes, mais c'est vrai que le digital est assez central, et le marketing digital en particulier est assez central dans toute cette logique de croissance. La première action qu'on a mis en place, c'est vraiment, c'est une évolution des process technologiques et aussi humains. Parce que le digital, dans une marque comme Ben Simon, qui est une petite PME française, ça a des implications sur l'ensemble des métiers. On doit repenser l'ensemble des process. On a commencé, en fait, c'est par briques. Donc, on a commencé par une première brique qui est toute simple, qui s'appelle le click and reserve. Donc, vous réservez un produit sur le site, vous allez le tester en magasin, l'essayer ou le voir, et vous l'achetez en magasin. C'était la première brique. Deuxième brique, c'est le click and collect. Alors, c'est très classique maintenant, sauf qu'on essaye de faire l'express click and collect, c'est-à-dire que vous commandez et vous voulez être livré dans le magasin le plus proche de chez vous, et sous 2 heures, le magasin peut vous dire vous pouvez tout de suite aller chercher votre produit, en fait. Donc ça donne un service supplémentaire. La prochaine étape, c'est le stock unifié. Donc c'est vraiment de se dire, désormais, mes 50 boutiques et mon site, c'est le même stock. Et on propose du coup une offre totalement cohérente et complète à l'ensemble de nos clients, quel que soit le canal par lequel ils passent. L'autre axe de développement, ça va être aussi, en particulier pour nous, parce qu'on a 50 boutiques et 50 boutiques qui sont sur mesure, uniques et différentes, avec des offres un peu adaptées à leur environnement. Une architecture aussi différente, etc. On a besoin de proposer aux clients l'ensemble de notre offre dans chacune de nos boutiques. Et donc, on doit faire du cataloguing, enfin présenter maintenant à nos clients l'ensemble de l'offre, en particulier sur la partie mobilier décoration, qui est un axe fort chez nous, où forcément vous êtes limité par le nombre de mètres carrés et vous êtes obligé d'agrandir la boutique, mais virtuellement. Donc ça, c'est les grandes briques techno. Il y a une dernière brique techno qui est la partie CRM, où là, il y a d'abord vraiment un vrai travail technique avant d'avoir, après, une logique marketing, où aujourd'hui, dans une marque comme Ben Simon, vous avez un CRM digital et un CRM boutique. Et c'est 2 éléments distincts. Et ça, c'est catastrophique à terme. Donc, on rattrape notre retard là-dessus, on fusionne les 2 CRM et on commence du coup à acquérir une data qui est beaucoup plus qualifiée, beaucoup plus utile, et qu'on commence à pouvoir communiquer de manière pertinente à nos clients, que ce soit l'acheteur d'une tennis à 30 € ou d'un meuble à 800 €. Vous avez aussi toute une stratégie, un pan social média, oui, avec une volonté d'activer la partie social commerce. Oui. Qu'est-ce que vous comptez faire? Alors,
Là-dessus, le social media évolue en plus très vite. On était très fort sur Facebook, qui n'est plus vraiment d'actualité aujourd'hui pour pousser des produits, des tendances et des marques. Donc on a vraiment rebasculé vers Instagram, qui aujourd'hui est vraiment le social media qui a le plus de conversions, qui est le plus regardé, qui est le plus générateur de tendances en tout cas. Avec des outils effectivement de social commerce qui nous permettent d'avoir vraiment, de générer un trafic direct. Alors, jusqu'à aujourd'hui sur notre site et demain dans nos boutiques aussi, puisque avec cette logique omnicanal, on va pouvoir utiliser Instagram comme vraiment un levier de trafic aussi sur nos boutiques. Donc ça, c'est un plan très important. Et l'autre aspect du social media, c'est effectivement ces campagnes d'influence. Je pense qu'ils sont aujourd'hui assez connus de tous, mais où on essaie de travailler avec l'ADN de Ben Simon, donc avec des influenceurs, des influenceuses qui nous correspondent et avec qui on essaie de travailler de manière assez qualitative. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une campagne d'envoi de 12 000 produits en essayant de voir qui c'est qui va porter le nôtre sur une photo Insta. On essaie de travailler, on est en train de mettre en place une collaboration avec une influenceuse qu'on aime beaucoup et qui aime beaucoup la marque. Et ça aussi, ça a un impact international puisque on essaye, l'ADN de la marque Ben Simon, c'est le voyage. Et donc on essaie de trouver des personnes qui partagent cet ADN et qui vont faire voyager un peu notre marketing et nos produits au-delà de la France, donc avec notamment des personnes qui sont franco-américaine. On a une influenceuse coréenne qui vient en France exprès pour travailler avec nous dans les prochaines semaines. C'est un plan important de notre communication à venir. Parfait, merci. Elisabeth, pour UGC, vous appuyez bien entendu sur la data comme driver pour accélérer vos stratégies d'acquisition et de fidélisation. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Parce que la data, vous y travaillez depuis un moment. Oui. Et quels sont aussi vos chantiers à venir? Alors, on a un chantier amorcé qui est très outil, très informatique, mais il faut en passer par là. Donc, la réconciliation de nos données, puisqu'évidemment, on a aussi des programmes qui se sont construits de manière un peu silotée, avec des bases de données qui ont des données clients et qu'il faut absolument pouvoir unifier. Donc, on est au milieu de ce chantier-là qu'on espère faire aboutir dans sa première phase de réconciliation à la fin de l'été 2019. Qui consiste à vraiment créer un référentiel client unique. On pourra avoir un identifiant pour chacun de nos clients rattaché à tout l'historique à la fois transactionnel, comportemental du client. Donc ça, c'est la clé de pouvoir avoir cette unification de la donnée client. Et ensuite, derrière, l'enjeu, c'est de pouvoir la partager justement à travers l'entreprise. Donc ça, c'est un chantier de longue haleine qu'on est en train de mener. En parallèle de ça, on travaille aussi sur la segmentation de nos clients, puisqu'aujourd'hui, on a une segmentation assez classique qui est liée au statut de nos clients, selon s'ils sont abonnés, membres du club, ou tout simplement des personnes qui arrivent de manière occasionnelle en salle et qui achètent une carte sans pour autant qu'on ait l'information client. Donc on essaie d'aller segmenter un peu plus finement. Pour l'instant, on s'attache à une partie seulement de nos profils clients, pour pouvoir avoir des clusters homogènes, parce qu'on se rend compte que avec ce travail sur la donnée client, finalement, on a beaucoup de data, beaucoup de critères de ciblage, mais c'est compliqué d'aller tester toutes les combinaisons possibles. Et lorsqu'on fait des campagnes, on est beaucoup dans le test and learn, donc on essaie à chaque fois de mesurer ce que l'on va faire et on passe notre temps finalement à croiser les critères entre eux pour essayer de trouver le ciblage le plus pertinent par rapport à l'offre qu'on veut pousser. Et c'est assez chronophage. Donc on est aussi dans une étape où on essaie d'automatiser tout ça et de rendre les choses plus simples, plus rapides. Donc ça passe par la segmentation, et là on s'appuie sur la data science et les algorithmes, de manière à construire des clusters un peu homogènes qu'on n'aurait pas forcément nous imaginé, pouvoir pousser ces campagnes et tester de manière un peu plus fluide les différentes actions que l'on souhaite pousser au niveau de nos clients. Et aussi, pour gagner du temps, on a un enjeu sur l'automatisation de nos campagnes, puisqu'on est beaucoup sur de la segmentation et du ciblage ad hoc, en plus des newsletters, évidemment, de manière récurrente. Et donc là, on travaille aussi sur l'automatisation des parcours clients qu'on a amorcé déjà l'année dernière. Donc ça consiste à identifier en fait des profils de clients qui, selon l'étape de leur cycle de vie client dans lequel ils se trouvent, vont rentrer dans des tunnels de communication automatisés. Donc on a déployé ça déjà l'année dernière sur ce qu'on appelle des welcome packs qui nous permettent donc d'accueillir nos clients lorsqu'ils sont des nouveaux entrants sur un profil particulier. Donc on va avoir un welcome pack sur nos nouveaux abonnés, sur nos nouveaux membres du club, les nouvelles personnes qui créent un compte en ligne. Et donc ces welcome packs, en fait, c'est un séquencement en fait de campagnes email ou SMS bientôt, avec une périodicité qu'on prédéfinit, un contenu qu'on définit à l'avance. Et au fur et à mesure, en fonction du comportement du client vis-à-vis de cette première communication, selon s'il va ouvrir, cliquer,
cliquer, transformer, convertir, il recevra l'email B ou l'email C derrière. Donc ça nous permet aussi de gagner du temps, de déployer plus largement aussi nos programmes relationnels. Sur la personnalisation aussi, on s'aperçoit aujourd'hui qu'au-delà des campagnes email personnalisées qui vont être très ciblées en fonction du profil du client, de ses attentes, de ce qu'il a déjà consommé, de la façon dont il visite, sa fréquence, etc. Au-delà de cette personnalisation qui est aujourd'hui un attendu de chacun de nos clients, des spectateurs, ils s'attendent à ce qu'on lui parle à lui personnellement et que voilà, s'il est abonné UC Limité, qu'on n'essaie pas de lui vendre une carte d'abonnement UC Limité, on se rend compte qu'il faut aussi travailler sur un écosystème et lui créer un écrin. Aujourd'hui, on a, comme beaucoup d'entreprises aussi, un site internet qui permet de créer un espace personnel, donc mon compte, qui est très serviciel. On permet à travers ce compte de gérer son programme d'abonnement, son programme Le Club, ses cartes. Mais on se rend compte qu'il faut rajouter un petit peu d'affect, un petit peu d'émotion autour de ça. Et ça passe par donc, des réflexions sur la création d'un univers personnalisé, un peu comme un écrin cinéma, de manière à créer cet attachement aussi à UGC. C'est-à-dire si nos clients, lorsqu'ils se connectent à leur compte, oui, ils peuvent réserver, ils peuvent consulter leur solde de carte, mais si demain, ils peuvent avoir leur environnement personnel cinéma, un peu leur historique en tant que cinéphile ou cinéphage, ça crée cet attachement à la marque. Et c'est un peu ce que fait Netflix ou Spotify. On peut créer ses playlists, on peut avoir ses recommandations, l'historique de ses films, faire un peu son panthéon de ses meilleurs films par thématique. Ça crée cet attachement, ça crée ce relationnel et un peu cet affect. Et c'est probablement aussi une barrière à la sortie pour essayer de faire en sorte que le client n'ait pas envie de nous quitter. Voilà. Et enfin, on travaille aussi évidemment sur les influenceurs. Donc nous aussi, on ne part pas sur des grandes campagnes d'influence, mais on essaie de détecter à la fois sur des micro-influenceurs des personnalités qui sont enthousiasmées par UGC et leur expérience, de manière à ce qu'elles puissent relayer ce qu'elles vivent dans les salles de cinéma, puisque même à travers nos programmes comme la carte d'abonnement ou le club, il y a la séance de cinéma, l'expérience cinéma. Mais il y a aussi tout ce qu'on essaie de développer autour, avec notamment les privilèges du club, toutes ces petites attentions que l'on a pour nos clients à travers des événements en salle notamment, qu'on essaie de faire relayer via nos influenceurs et aussi via nos clients à la base que l'on peut aussi trouver grâce à la donnée client, qui sont on l'espère, des ambassadeurs qui peuvent le devenir et des avocats de marque. Donc là aussi, on est en train de déployer un programme relationnel pour aller identifier ces clients-là à travers des enquêtes post-visite et de manière à pouvoir isoler les personnes qui sont vraiment les plus enthousiasmées par leur expérience pour faire en sorte qu'elles puissent être le relais du GC et devenir avocats de marque et par des actions de marketing virales faire venir d'autres personnes dans leur entourage. Et sur le vivier des anonymes, aujourd'hui, comment est-ce que, même plutôt demain, qu'est-ce que vous comptez faire justement pour basculer ces anonymes en clients? Alors, vaste sujet. On a amorcé des initiatives déjà depuis plusieurs mois. Alors, il y a deux moyens de les désanonymiser. On a les outils digitaux. Donc là, c'est exposé dès lors qu'ils vont sur le site ugc.fr. Donc, ils ne se connectent pas parce que en l'occurrence, sont des clients qu'on ne connaît pas. Donc, essayer par des moyens ludiques de les faire jouer. Donc, on développe pas mal de jeux, de votes pour leur demander leur avis. Et c'est l'occasion pour nous de collecter une adresse email et surtout un consentement pour pouvoir leur écrire derrière. Et c'est uniquement lorsqu'on a cette adresse opt-in qu'on va pouvoir déployer des actions de marketing relationnel. Donc ça, c'est sur le canal digital, mais l'enjeu majeur, il est en salle. Et c'est là où c'est assez compliqué à déployer, parce que tout de suite, c'est des dispositifs un peu plus coûteux, un peu plus compliqués et complexes à mettre en place. Mais là aussi, ça passe par de l'événementiel. On se rend compte que pour pouvoir attirer un client occasionnel ou même peut-être régulier, mais qui ne nous a rien dit de lui, il faut pouvoir l'attirer par un événement. Donc ça peut passer par une avant-première sur laquelle on va créer une opération autour, avec notamment un jeu. Ça fonctionne effectivement assez bien, avec la possibilité par exemple de gagner un an de cinéma. Et c'est une occasion d'entamer un dialogue avec ce client qui reste anonyme jusqu'au moment où éventuellement, parce qu'il va trouver un bénéfice client suffisant, il va accepter de s'engager auprès du GC en donnant une adresse email et un consentement. Voilà. Mais on est beaucoup là aussi dans le test and learn. On essaie différents dispositifs et forcément, derrière, tout n'est pas forcément à garder, puisque c'est parfois aussi un peu coûteux, avec des résultats qui ne sont pas forcément au rendez-vous. Voilà, donc il faut tester énormément. Parfait. Mathieu, pour Total Direct Énergie, alors vous disposez déjà de beaux atouts, puisque j'ai vu que vous aviez
Vous êtes le meilleur service client en 2019, le meilleur fournisseur d'énergie, le meilleur aussi au niveau de la relation client. Donc bravo. Alors sur quel sujet maintenant vous devez travailler pour justement réussir à capter, à voir ces fameux 6 millions à horizon 2023 6 millions de clients, pardon. Oui, oui. On a justement, je parlais des grands enjeux. Je pense que un des gros sujets qu'on a cette année, c'est, je parlais d'efficience digitale. On a un vrai sujet sur le média. On a décidé d'internaliser tout le pilotage du média digital. Donc l'internalisation, ça veut dire l'internalisation de la strate, de l'exécution, des outils. Donc le stack, comme ils disent dans le jargon digital. Donc voilà, ça c'est un process qui a pris une grosse année, en gros l'année dernière. Et donc ça y est, on a aujourd'hui tout le pilotage et toute l'exécution qui se fait chez nous. On a décidé de le faire pour plusieurs raisons, mais essentiellement pour un sujet de maîtrise stratégique. On s'est dit ce sujet-là, il est juste fondamental puisqu'on veut faire de la croissance et que le principal levier pour pérenniser notre croissance dans les années à venir, c'est la maîtrise de ce média digital. Et puis aussi ce qui va avec la maîtrise du risque. Le déclencheur, ça a été le départ des personnes clés avec qui on travaillait côté agence. Et on s'est dit, waouh, là dans 2 mois, on n'a plus les personnes qui bossent avec nous sur notre compte. Et là, je me suis senti un peu fragile. Et donc on s'est dit, mais on ne peut pas prendre ce risque-là. Et donc voilà, pour maîtriser le sujet et puis pour plus être dépendant, on s'est dit, il faut qu'on sache le faire en interne. Et c'est vrai que pour maîtriser des sujets comme ça, le savoir-faire vraiment avec les mains dedans, c'est un passage assez clé. Et là, on est maintenant dans une phase où, maintenant qu'on sait faire et qu'on a les personnes pour faire, on est dans un process presque inverse. Où on va rechercher en externe de l'expertise, mais de façon très ponctuelle sur des sujets assez spécifiques, là où on sent qu'on a besoin d'aller chercher, et sur des durées beaucoup plus déterminées. Donc on a un peu inversé la relation, donc on va rechercher, parce qu'évidemment il y a des expertises en agence qui sont plus pointues que nous, et donc on en a besoin, mais quand on le décide, et sur des sujets où on en a vraiment, vraiment besoin. D'accord. Et vous avez un autre sujet aussi, vous nous en parliez en introduction, sur l'omnicanal. Où est-ce que vous en êtes? Alors l'omnicanal, et qu'est-ce que ça représente? Voilà, qu'est-ce que ça représente par rapport à du retail, par exemple? Non, mais du coup, notre omnicanal à nous, c'est essentiellement un lien entre 2 canaux qui sont le digital et le téléphone. Et l'ambition qu'on a cette année, c'est assez simple à exprimer, un peu moins à faire, c'est d'être capable de vraiment piloter le digital, je le disais tout à l'heure, en fonction des ventes qu'on réalise sur le web et au téléphone. Et donc, ce sujet, c'est aussi un sujet technologique, comme presque tous nos sujets maintenant. Pour faire simple, ça nécessite à la fois d'être capable de tracer, de recouper les appels et les cookies, voilà, parce qu'à un moment, ça veut dire qu'il faut que je sois capable, et donc ça, c'est une solution de call tracking qui permet d'afficher des numéros dynamiques. Donc à chaque fois que quelqu'un va m'appeler, je vais être capable de l'associer au parcours qu'il a fait sur le web, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est d'être capable de réconcilier les ventes effectives qui ont été faites au téléphone avec ces cookies. Et donc une fois qu'on a fait cette partie-là, technique, ça nous permet de faire un certain nombre de choses. La première, c'est d'être capable de mieux optimiser nos campagnes, parce qu'on optimise nos campagnes médias en fonction non plus de 50% des ventes, parce que c'est en gros un passage sur notre site qui génère une vente, c'est une vente web pour une vente au téléphone, pour faire simple. Et donc on double le potentiel d'optimisation, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça nous permet d'exclure mieux nos clients de nos campagnes médias. Donc en termes d'expérience client, c'est mieux parce qu'ils sont pas retargetés alors qu'ils sont basculés au téléphone la veille. C'est mieux aussi en termes de maîtrise des coûts. Et la troisième chose, c'est que ça développe notre potentiel de lookalike, donc la capacité à aller chercher des audiences qui ressemblent à ceux qui ont converti. On a un vrai sujet, comme à chaque fois, de volume là-dessus. Et donc là, en gros, on double notre potentiel de lookalike, donc notre efficacité média. Bon, ça va le faire alors. Ça va le faire. Ça va le faire. Alors, Élise, pour Clépierre, 150 centres commerciaux, c'est ça, en Europe. Vous accueillez déjà 1,1 milliard de visiteurs par an. Exactement. Donc le flux, il est là, il est conséquent. En revanche, ce qui vous intéresse, ce que vous me disiez en introduction, c'est la qualité, la transformation de ce flux. Alors justement, qu'est-ce que vous comptez faire de façon plus... Vous avez commencé à nous expliquer ce que vous faisiez, mais qu'est-ce qui va être nouveau, qu'est-ce qui va être fait de nouveau sur les mois à venir? Alors, en effet, on a des chantiers qui sont à la fois très B2C, et c'est un peu la particularité de notre métier, mais aussi très B2B. Donc nous, on a vraiment des chantiers qui servent cette double typologie de clients. Donc sur la partie B2C, comme vous le disiez, le cœur du sujet, c'est la génération de trafic qualifié. Donc
très important de bien préparer la visite pour que les clients gagnent du temps et aillent droit au but, entre guillemets, quand ils arrivent dans le centre, et qu'ils aillent voir leur retailer préféré ou leur restaurant préféré ou leurs activités préférées. Et c'est vrai que pour ça, du coup, on a développé un service qui s'appelle Just Ask, qui est donc une promesse de réponse en moins d'1 heure à toutes les questions de nos clients, quelles qu'elles soient, sur nos centres, nos retailers, etc. Donc ça, c'est à la fois... et on voit d'ailleurs que ça permet de multiplier les conversations par 3. Hein, donc on voit que c'est une vraie demande client qui s'accélère. Et là où on veut aller un cran plus loin, c'est qu'on est en train de travailler sur un chatbot, parce qu'aujourd'hui, la réactivité, c'est pas 1 heure, c'est 5 minutes, voire 1 minute. Oui, tout de suite. Très grosse exigence. Et donc, surtout les millennials, hein, qui sont vraiment... qui ont toujours baigné dans cette réactivité et qui sont dans cette recherche-là. Et donc, on est en train de travailler sur un chatbot pour être en mesure de répondre à toutes les questions, on va dire, les plus récurrentes, les accès, les horaires des boutiques, etc. On gardera bien sûr un volet humain pour toutes les réponses aux questions plus spécifiques et pour lesquelles il faut une réponse plus personnalisée, mais on accélère sur cette dimension-là. On accélère aussi sur on croit beaucoup au fait de créer un click and collect mutualisé, un click and réserve mutualisé, donc ça permet de... Voilà, on aura là exactement. Mais on croit beaucoup au fait que les clients, quand ils viennent dans un centre commercial, c'est justement pour bénéficier de cette offre commerciale hyper large. Et finalement, c'est au cœur de notre ADN d'être en mesure de pouvoir répondre à toutes les questions qu'ils peuvent avoir sur l'ensemble des retailers. Donc, par exemple, je cherche une robe noire, du coup, de pouvoir la chercher sur le web en amont et du coup, de gagner du temps et de se déplacer en centre commercial en étant sûr qu'on trouvera le bon produit à sa taille et qu'on pourra essayer en magasin. Et là, on est dans le cœur de la génération de trafic qualifié puisqu'on met en avant l'offre de notre retailer de manière personnalisée vis-à-vis de nos clients. Donc ça, c'est vraiment sur le volet préparation de la visite, on va dire. Après, on a un vrai volet, évidemment, expérience client. Hein, c'est vraiment le moment qui fait que les gens reviennent aussi. Et donc là, on va être beaucoup sur l'enrichissement serviciel. Donc ça va être... on travaille beaucoup là en ce moment sur une solution de shopping main libre, parce que c'est un gros irritant aujourd'hui de se promener avec l'ensemble de ses sacs, etc., qui va jusqu'à la livraison. Donc ça, c'est vraiment l'ambition qu'on se fixe. On va travailler aussi sur plus de personnalisation dans le parcours. Et comme on est sur des lieux physiques, on va travailler sur la personnalisation en temps réel. Donc ça, c'est en fonction justement des préférences de marque, pousser aux clients, quand ils passent devant leur boutique préférée, des contenus en lien avec la marque et des promotions. Mais ça peut être des nouvelles collections aussi, ça peut être la mise en avant du programme de fidélité de cette marque, etc., etc. Donc vraiment, là, on va être sur la personnalisation temps réel. Et puis, on va travailler aussi pour prolonger l'engagement, prolonger le parcours sur l'animation des communautés locales. Alors ça, c'est aussi très spécifique parce que nous, on est sur des zones de chalandise très locales. Et finalement, le digital va devenir un créateur de liens pour renforcer l'attractivité de nos centres pour les communautés locales. Donc voilà, ça, c'est différents exemples de chantiers qu'on a aujourd'hui sur le B2C. Et après, sur le B2B... Alors, vous avez un autre chantier sur le B2C, c'est les programmes de feed. Tout à fait. Alors oui, tout à fait. Qui est aussi un gros enjeu, qui finalement est l'étape d'après du click and reserve mutualisé. La vocation du centre, historiquement, l'ADN, c'est de mettre ensemble des retailers pour maximiser leurs ventes. Et d'offrir ce service-là finalement aux clients finaux. Et donc nous, on travaille sur en effet un programme de fidélité qui sortira l'année prochaine, où on maximise donc le cross-selling, parce que ça c'est le cœur de notre métier, mais pas que, parce qu'aujourd'hui on sait que les clients sont beaucoup plus en recherche de sens, en recherche d'émotion, comme je le disais en amont, et donc on va avoir un programme serviciel très riche et très innovant. Et toute une dimension de surprise plus émotionnelle aussi, en lien aussi avec notre stratégie événementielle, parce que ça, on y croit beaucoup. Donc ce sera évidemment un programme qui servira le cross-selling, mais qui aura aussi une dimension très servicielle et très émotionnelle, où on récompensera aussi, bien sûr, l'engagement des clients, et notamment leur faculté à nous recommander sur les réseaux sociaux. Voilà. Et en B2B. Et en B2B. Donc, un dernier aspect très important pour nous, c'est qu'on cherche évidemment, nous, à aider les retailers à bonifier leur business model.
parce que c'est aussi notre rôle. Et donc, moi, je crois beaucoup, notamment à l'open data, parce qu'en fait, on est très complémentaires. C'est-à-dire que nous, on connaît très bien nos zones de chalandise, on connaît très bien nos clients sur les zones de chalandise, quand les retailers ont une approche plus nationale, en général, du marketing. Et c'est là où on est très complémentaires. C'est-à-dire que nous, on peut leur apporter toute notre connaissance client locale, et toute la personnalisation qu'on est capable de délivrer quand eux vont avoir une approche plus nationale. Et donc, on leur apporte de plus en plus d'informations de ce type-là et de données de ce type-là. Et pour donner un exemple très concret, on est en test en ce moment sur plusieurs de nos centres où on partage la donnée des parcours de visite. Donc, on est capable aujourd'hui de comprendre quels sont les parcours de visite via du tracking géolocalisé et bien sûr totalement anonyme. Et on est capable du coup de comprendre quels sont les parcours de visite dans nos centres. Et donc pour les retailers, ça leur permet de comprendre ce qu'ont fait leurs clients avant d'aller dans leur boutique et ce qu'ils ont fait après. Donc derrière ça peut être des sujets d'optimisation d'emplacement dans les centres, ça peut être des sujets de partenariat avec des marques non concurrentes pour enrichir leur programme de fidélité respectif, par exemple. Donc ça peut être aussi des données sur la transformation de leur vitrine, combien de personnes sont passées devant, combien de personnes sont rentrées. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on est capable de comparer ça à la totalité du centre et aux autres boutiques, avec des comparaisons sectorielles. Et donc, on est capable de les aider aussi à optimiser, par exemple, leur merchandising. Donc, voilà des cas concrets, des cas d'usage où on aide les retailers dans leur quotidien et dans le marketing aussi qu'ils peuvent faire à un niveau plus local. Voilà. Alors, dernière question pour tout le monde, qui est une question justement sur d'autres priorités. Votre principale feuille de route aussi pour les 6 mois à venir ou l'année prochaine, ce serait laquelle ? Alors moi, je crois beaucoup, justement parce qu'on doit engager localement nos clients à la co-création. Donc ça, nous, c'est un énorme sujet sur lequel on travaille beaucoup. Et je trouve que c'est une formidable opportunité en tant que marketeur de pouvoir avoir cet accès si direct aujourd'hui à nos clients et de pouvoir recueillir leur avis en temps réel, avec tous les outils d'écoute mis à disposition. Et par ailleurs, c'est une vraie demande client, donc ça tombe bien. Et donc, co-création, par exemple, on est en train de travailler sur une nouvelle campagne publicitaire pour l'année prochaine. Et ce qu'on a décidé de faire dans la co-création, c'est de demander à nos clients finalement toutes les aventures humaines qu'ils pouvaient vivre dans nos centres commerciaux, puisque toute cette campagne sera articulée autour justement de ces centres lieux de vie ancrés dans leur territoire. Et donc c'est très important pour nous de recueillir cet avis. Et quand on voit les taux d'engagement qu'on a qui avoisinent les 15% sur cette dimension-là, on voit que c'est une vraie tendance de fond. Et la co-création, elle est aussi en B2B, elle n'est pas que en B2C. Et donc, on croit beaucoup au fait de co-créer avec les retailers aussi justement le parcours data de nos clients et comment on merge finalement une vision très nationale chez eux et une vision très locale chez nous. Et un cas d'usage très concret qui a émergé de retailers chez nous et sur lequel on va travailler, notamment grâce à l'intelligence artificielle, c'est la notion de trafic prédictif, qui a des vertus bien sûr pour nos centres à nous, enfin pour nous, parce que derrière on peut optimiser la maintenance des bâtiments, la consommation énergétique, enfin il y a des vrais cas d'usage très pertinents pour nous, mais aussi pour les retailers, parce que si demain on est capable de leur donner le trafic prédictif, eux-mêmes peuvent optimiser tous leurs sujets énergétiques, mais pas que, peuvent optimiser leur sujet de staffing évidemment, qui est un gros sujet chez vous, si je ne me trompe pas trop. Et donc voilà, donc je crois beaucoup fondamentalement à la co-création et B2C et B2B. Et comme je le disais, à l'open data. Rudy, pour vous, à retenir aussi une autre priorité? Au-delà du digital et du marketing digital dont on a parlé, les 2 autres priorités de Ben Simon, c'est l'internationalisation, donc avec l'ouverture de nouveaux marchés pour la marque, notamment les États-Unis et la Chine, où on va avoir une approche omnicanal dès le départ. Donc là, on va gagner du temps par rapport à la France. Et c'est également l'enrichissement de l'expérience client en boutique, au-delà des services digitaux dont on a parlé. On est en train de mettre en place des services d'accompagnement de nos clients, par exemple dans leur projet de rénovation, avec des architectes d'intérieur qui les accompagnent et qui leur proposent un univers complet
basé sur nos produits, mais avec un service supplémentaire de mise en œuvre qu'on n'avait pas jusque-là. Et c'est le développement du retail auquel on croit encore nous beaucoup, puisqu'on pense que vraiment il y a encore un bel avenir. Je partage cette Il y a encore un bel avenir en retail. S'il est bien travaillé, il y a un bel avenir au retail en tout cas. Ça a fait une sélection naturelle, mais c'était plutôt sain, je pense, et on repart sur les bonnes bases. Et donc il y a encore un gros développement de nos concept stores en France et à l'étranger qui est prévu. Parfait. Elisabeth. Nous, c'est toujours notre chantier data qu'on doit poursuivre et toujours se dire qu'on teste et qu'on mesure. Donc vraiment, la data, c'est en amont pour pouvoir connaître le client et puis en aval pour aussi mesurer, piloter ce qu'on fait, puis avoir ce cercle vertueux d'optimisation. Et aussi, je dirais, c'est important parce que la data, on en parle beaucoup, mais la voix du client me semble essentielle. Et donc, il faut aussi revenir à cet essentiel-là. C'est toujours prendre le temps de se mettre dans la peau du client. Chaque fois qu'on développe un produit, un service, un parcours, et puis aussi l'écouter. On se rend compte que parfois on est dans le vrai dans ce qu'on va proposer, mais c'est simplement la façon dont on le communique, dont on le rend accessible au client qui va créer des complications. Et finalement, si on s'en tient à la data, on va pouvoir parfois mettre de côté un projet, une innovation, parce que la data nous semble nous dire que ce n'est pas performant. Et en fait, c'est juste la façon dont on communique au client qui fait qu'un petit ajustement va parfois rendre un projet finalement comme étant une réussite alors qu'on pensait que c'était un résultat mitigé. Voilà, donc la voix du client, toujours se recentrer autour de ça. Le mot de la fin, Mathieu. Alors, j'ai beaucoup parlé de croissance. Ouais. On a deux autres priorités, l'expérience client et l'innovation au service des clients. Sur l'expérience client, on n'est ni Ben Simon, ni UGC. On a moins de moments où les clients pensent à nous et du coup, il faut qu'on arrive à faire la différence quand on a un contact avec le client. Donc quand le client veut un justificatif de domicile, il faut qu'il se dise « Waouh, c'est beaucoup plus simple que ça l'était quand j'étais chez EDF, chez Engie ». Et il faut qu'on arrive à faire ça sur tous les points de contact, le déménagement. En tout cas, c'est un vrai focus de travailler en permanence sur tous les parcours pour qu'ils soient les plus fluides possibles. Et sur l'innovation, le vrai enjeu, en fait, on s'est donné l'ambition avec notre nouvelle marque d'aider nos clients à réduire leur consommation d'énergie. Et donc, on essaie vraiment de focaliser nos nouveaux services dans cette optique-là. Et donc, par exemple, pour prendre juste un exemple pour finir, on a développé un service de coaching dans notre application qui utilise les données de nos clients, si évidemment ils donnent leur consentement, pour récupérer ces infos et pousser des conseils hyper personnalisés, hyper adaptés, parce qu'ils partent de la consommation de chacun, pour les aider à réduire cette consommation. Et là, notre vrai enjeu de l'année, c'est l'industrialisation. Donc l'industrialisation, pour passer, aujourd'hui on teste sur 10 000 clients, on veut être à 10 fois plus dans l'année. Et donc être capable d'industrialiser, ça veut dire plein de choses d'un point de vue technologique, IT, data, humain. Donc voilà, c'est vraiment ça le sujet de l'année. En tout cas, je retiens que c'est vraiment l'année de la maturité. On va essayer. C'est vrai. Merci beaucoup pour vos retours d'expérience et rendez-vous pour une prochaine émission Innovation et Cross Média. Merci. Merci beaucoup.